Eh bien, on commence par un sujet un peu particulier, une plainte portée par Rudi Reichstadt. Et puis, nous, on l'a découvert par un tweet de François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour Clémence Soudiakova et bonjour à tous vos auditeurs. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, président de l'Union populaire et républicaine, l'UPR. Et puis, nous sommes également avec Amélie Ismaili. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous, journaliste indépendante. Ah oui. Et fondatrice du site Rechecking. Et on va reparler de ce site puisqu'il est finalement directement mis en cause. Et votre travail, Amélie Ismaili, nous avons découvert par un tweet de François Asselineau qu'il était l'objet d'une plainte. Et je vous cite un extrait du communiqué de presse du cabinet de Conspiracy Watch, donc l'association observatoire du conspirationnisme, le cabinet donc de Rudi Reichstadt. François Asselineau, président de l'Union populaire et républicaine, a le 17 mars dernier publié sur X des propos mensongers et diffamatoires à l'encontre de Rudi Reichstadt et de l'observatoire conspirationniste Conspiracy Watch sur la base d'une pseudo-enquête accumulant des fausses informations publié sur un obscur blog. Il a accusé trompeusement Rudi Reichstadt et Conspiracy Watch, ouais, c'est ça, d'escroquerie en bande organisée. Bon, ce tweet est illustré de propos infamants. Alors, l'obscur blog, c'est celui d'Amélie Ismaili. Des pseudo-informations, ce sont celles d'Amélie Ismaili. Alors, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'Amélie Ismaili, vous n'êtes pas l'objet de plainte, d'une plainte, pour le moment. Non, et d'ailleurs, je ne suis même pas citée dans cette communauté. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça dit quelque chose. Je pense que si Monsieur Reichstadt avait réellement à me reprocher des fausses informations ou d'une pseudo-enquête ou autre, je pense qu'il aurait sauté sur l'occasion pour porter plainte contre moi ou au moins me citer. Or là, ce n'est pas le cas parce que il est, en tout cas moi, selon l'avis de mon conseil juridique, parce qu'entre-temps j'ai quand même pris un conseil juridique avec toute cette affaire. Eh bien, selon mon conseil, il n'y a rien contre moi, il n'y a rien à me reprocher. Concrètement, s'il avait pu prouver une fausse information, il l'aurait fait, ce qu'il n'a pas fait. Donc jusqu'ici, Monsieur Reichstadt, il est quand même dans une totale, ce que j'ai expliqué à Monsieur Asselineau, dans une totale inversion accusatoire quand même. C'est-à-dire qu'il porte plainte en diffamation, alors que son blog en entier ne fait que ça. Et ne fait que ça envers Monsieur Asselineau, envers Toxin, envers d'autres personnes. Et même dans ce communiqué tout simple, il fait de la diffamation contre moi. Alors évidemment, il se garde bien de me citer, mais ça fait directement référence à moi. Et quand on me taxe d'obscurs blogs, de pseudo-enquêtes et de fausses informations, c'est une atteinte entre guillemets à mon honneur. Alors moi, je rentrerai pas dans ce jeu. Je ne suis pas dans la victimisation comme il le fait. Au contraire, je suis ravie que mon travail gêne. Je pense que le rôle d'un journaliste, c'est aussi de pouvoir avoir un travail qui gêne, honnêtement. Mettre la plume dans la plaie. Voilà, tout à fait. Donc moi, je suis pas gênée. Mais ce que j'aimerais, c'est que Monsieur Reichstadt me prouve, mais par pitié, s'il m'écoute, j'aimerais bien savoir quelles sont les fausses informations que j'ai publiées, ne serait-ce que pour les corriger. Parce que moi, je respecte la charte de Munich, contrairement à ce monsieur. Donc, je serais ravie de savoir et je lui demande, mais quelles sont les fausses informations? Monsieur Reichstadt ne répond pas à cette question. Donc, vous voyez bien que c'est encore des accusations sans fondement et qui ne sont uniquement basées sur une inversion accusatoire pour ne pas reconnaître qu'il y a bien dans cette affaire du fonds Marianne et au-delà dans l'ensemble des subventions qui sont reçues par Monsieur Reichstadt, qui sont quand même autour de 150 000 € par an minimum, encore une fois, il y a quand même beaucoup de questions auxquelles Monsieur Reichstadt ne souhaite pas répondre. Et ça, c'est quand même un gros problème. Et je précise, juste avant de donner la parole à François Asselineau, que nous avons proposé, alors pas pour cette émission, mais déjà plutôt à Monsieur Rudi Reichstadt de venir participer ici à l'antenne et pourquoi pas même d'avoir un débat. Mais je crois que c'est resté sans réponse. Mais merci en tout cas beaucoup Amélie Ismaili pour ces informations. Alors François Asselineau, comment vous réagissez d'abord à cette plainte qui vous vise vous, alors que finalement vous n'avez fait que retweeter ou vous avez remué quelques éléments? Alors, pour les auditeurs, peut-être que tous les auditeurs ne savent pas exactement très bien quelle est toute cette affaire. J'ai effectivement retweeté au mois de mars des éléments qui avaient été sortis par Madame Ismaili, que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître d'ailleurs,
qui est journaliste, qui a une carte de journaliste, donc qui fait son métier de journaliste, et qui a sorti une analyse que j'ai lue, que j'ai trouvée formidable, parce que elle est fondée comme ce que nous, on apprend à l'Inspection générale des finances, par exemple, c'est-à-dire faire une analyse neutre des faits, avec tout est sourcé, avec des citations. C'est extrêmement sourcé. Donc un travail très très bien fait, d'où il ressort que M. Rudi Reichstadt, à la tête de son observatoire du conspirationnisme, bénéficie de bonnes faits, c'est-à-dire qu'il reçoit, comme Mme Ismaili vient de le dire d'ailleurs, régulièrement des subsides de l'État, mais pas rien, cumulé, elle vient de le dire, 150 000 euros par an, ça fait quand même plus de 12 000 euros par mois, de fonds publics qui lui sont attribués par toute une série d'organisations. J'ai découvert ça en lisant les analyses de Madame Ismaili. Et il a été pris, comme tout le monde le sait, le doigt dans le pot de confiture au sujet de l'affaire du fonds Marianne, dont je rappelle que ce fonds avait été créé par Madame Schiappa, prétendument pour faire de l'éducation, pour lutter contre le terrorisme, suite à l'affaire Samuel Paty. Oui. Alors c'est quand même assez savoureux au passage de voir qu'on crée un fonds avec de l'argent public pour lutter contre le terrorisme. Et on vient de voir, il y a 3 jours, le président de la République française qui accueille en grande pompe à l'Élysée quelqu'un qui est de Daesh et qui est le dirigeant syrien actuel, au mépris de toute prudence diplomatique. Enfin voilà, donc ça c'est une petite incident qui vaut quand même qu'on la mentionne. Alors, j'ai effectivement cité le travail de Madame Ismaili. J'ai mis dans mon blog, dans mon tweet, pardon, j'ai dit qu'en fait, tout ceci ressemblait à des escroqueries en bande organisée. Et donc, M. Rudi Reichstadt, d'un seul coup, se saisit de ça pour dire que, voilà, c'est de la diffamation, que c'est insupportable, que son honneur a été traîné dans la boue, etc. Alors, moi, je me réjouis, bien sûr, qu'il fasse cette attaque en diffamation, parce que d'abord, au passage, je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il est en train de déclencher. C'est un torrent, je crois que Mme Ismaili, c'est comme moi, c'est un torrent de soutien que nous recevons, tellement ce monsieur Reichstadt s'est mis à dos tout le monde, parce que toute personne, plus exactement, qui critique Macron et le narratif officiel euro-atlantiste est immédiatement taxée, traînée dans la boue par ce monsieur. Voilà. Alors là où c'est grave, c'est que et si c'était à la limite quelqu'un, comme ça, qui à la limite ne faisait que du détournement de fonds, parce qu'il s'agit bien de détournement de fonds, c'est quand même de ça qu'il s'agit, dans l'affaire notamment du fonds Marianne, si c'était que ça, Mais le problème, c'est que ce monsieur s'est arrogé la qualité de spécialiste. Voilà, l'expert de la vérité, c'est Monsieur Vérité avec un grand V. Et en réalité, il s'agit, je pèse mes mots, d'une véritable police politique que ce monsieur applique à la société française. Et là où c'est très vicieux, c'est qu'il cite des choses, c'est repris par des réseaux de connivence qui sont les siens. Donc il passe dans des cités constamment. Voilà, il est cité dans des médias ici et ça. Or, ensuite, à partir du moment où il est cité dans des journaux style Libération ou style Le Monde, etc., à partir de ce moment-là, il peut mentionner ce qu'il dit, peut être mentionné dans des notices comme les notices Wikipédia, si vous voulez. Donc, par exemple, même j'ai une notice Wikipédia qui a été particulièrement salopée, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Elle est particulièrement aux petits oignons. Il y a d'ailleurs toute une analyse qu'il faudrait faire sur l'encyclopédie Wikipédia. Qui est-ce qui est derrière? Il y a des services d'influence américains, on le sait, notamment, pas seulement. Donc, moi, ma notice, elle est particulièrement gratinée. Et M. Rudi Reichstadt est cité comme une espèce d'homme de vérité à plusieurs reprises dans cette notice. Donc, en fait, c'est tout un réseau de police politique que nous sommes en train de mettre à jour, et sur fonds publics en plus. C'est quand même ça qui est le fin du fin. Donc moi, je me réjouis beaucoup de ce dépôt de plainte en diffamation. Et puis nous allons, espérons, mettre tout ça sur la table. Mais il a fait... Parce que finalement, est-ce que vous croyez, je sais pas, là pour le coup, question plus générale, mais est-ce que ce dépôt de plainte peut finalement permettre d'aller dans le fond des sujets, et notamment, lorsque vous accusez de détournement de fonds, de revenir sur ce sujet aussi? J'espère qu'il va nous expliquer comment il a utilisé les fonds Marianne conformément
conformément à l'objet de ce fonds. Et puis, j'espère qu'il va nous expliquer aussi comment il se fait que ce monsieur reçoit des subventions du ministère de la Culture, du ministère de ci, du ministère de ça. Comment il fait? C'est quoi le truc? C'est quoi la martingale? Alors, je me permets aussi d'insister, Madame Ismaili vient de le dire, c'est que ce monsieur, depuis des années, se permet de baver sur ma personne, de m'accuser de tous les péchés du monde. Alors lui, c'est de la diffamation tout le temps, c'est sans arrêt, oui. Et sans d'ailleurs ne m'avoir jamais rencontré. Jamais il a sollicité à me rencontrer, sans m'avoir jamais donné la possibilité de répondre. Donc vous savez, ça fait vraiment penser à une certaine presse de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire des attaques, il en restera toujours quelque chose, et tout ça dans un climat de totale impunité, parce que ce qui fait le fondement de M. Rudi Reichstadt et les gens qui l'entourent, c'est la peur et l'intimidation. Voilà. Et il y a énormément de gens qui ont fait l'objet de sa vindicte. Enfin, toute personne oui, tout à fait. Qui s'oppose au narratif officiel, eh bien, fait l'objet de sa vindicte. Moyennant quoi, il a d'ailleurs lui-même développé des comment dirais-je, des fake news sans arrêt. Je me rappelle, par exemple, pendant la Covid, il avait fustigé tous ceux qui estimaient qui pensaient que ça pouvait être Covid pouvait venir du laboratoire. Donc il avait aussitôt dénigré ça, puis avec une suffisance, une outrecuidance absolument incroyable, comme si ce monsieur était le détenteur de la vérité. Alors là, j'espère que ça va être le moment de mettre un peu les choses à plat. Oui, ça va être un moment intéressant. Ça va être très intéressant, voilà. Et je voudrais remercier encore une fois Madame Ismaili, que je ne connaissais pas, parce que lorsque j'ai fait ce tweet, il a réagi en disant que c'était scandaleux, qu'il allait porter plainte, et donc et à ce moment-là, j'avais rien demandé. Madame Ismaili, dont j'avais cité le travail, spontanément, elle est montée au credo, elle a fait un tweet en disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi il m'attaquait moi et pas elle, puisque c'était elle qui avait fait le travail. J'ai trouvé que c'était un procédé particulièrement élégant de la part de Madame Ismaili. D'ailleurs, on a fait ensuite une petite vidéo sur Super TV avec elle. Et là, je crois qu'on est tout à fait solidaires et en phase, parce que il est bien évident que s'il ne l'attaque pas elle, c'est parce qu'il sait qu'il se heurte à un mur. Et s'il m'attaque moi, c'est pour des raisons uniquement politiciennes et politicardes, j'imagine. On pouvait dire, voilà, j'ai lancé une procédure de diffamation contre M. Asselineau. J'imagine que ça va se retrouver sur ma notice Wikipédia. C'est le truc que je pense. Oui. Alors, Amélie Ismaili, en tout cas, je voyais hocher de la tête quand on parlait des méthodes de Rudi Reichstadt, de ses propos infamants de manière constante, lui, de son côté, alors que lui se plaint des propos infamants ici de M. Asselineau, de François Asselineau. C'est sa méthode à lui, finalement, de critiquer, mais pas de manière constructive, enfin, d'insulter les uns et les autres. Oui, tout à fait. C'est que en comparaison de ce que du simple tweet de Monsieur Asselineau qui cite mon travail, et encore une fois, je tiens à dire que s'il y a la moindre fausse information, j'invite Monsieur Reichstadt ou tout autre collaborateur de Conspiracy Watch de m'écrire. Hein, je suis disponible sur Twitter, j'ai aussi sur mon blog, vous pouvez m'envoyer un mail de contact. Donc, avec grand plaisir, je souhaite vraiment à ce qu'on me le donne. Mais oui, je sais très bien que j'ai vérifié mon travail et tout ce que je dis est absolument sourcé. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, donc, quand moi je propose des choses et que j'ai mis une critique contre ce blog et contre Monsieur Reichstadt, je le fais de façon sourcée et argumentée. Monsieur Reichstadt fait tout l'inverse sur Conspiracy Watch. Si on prend l'exemple de Monsieur Asselineau, il est cité une dizaine de fois par Conspiracy Watch avec des propos totalement infamants. Bégal, vous êtes, excusez-moi, je vous prie de m'excuser, Monsieur Asselineau, vous êtes traité de mégalomane, vous êtes traité de complotiste, entre autres, de propager des fake news. Alors évidemment, vous êtes anti-OTAN, anti-Union européenne, ce qui est l'équivalent du diable pour ce blog. Et puis surtout, il est question de d'un biais politique finalement de ce qui ressort. Or, il n'y a encore une fois
argumentation dans ce qui est dans la critique qu'il y a éditoriale de Monsieur Asselineau. Mais faire ça, à la limite, ce n'est pas un crime de faire de l'éditorial et de faire de la critique. On est censé être dans un pays de liberté d'expression et ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand ce travail est fait avec de l'argent public, en dehors de toute procédure d'aide à la presse. Normalement, on pourrait encore, à la limite, encore l'aide à la presse, qui est extrêmement critiquable, évidemment. Ça pourrait se justifié sous une forme éditoriale, mais là, ce n'est pas de l'aide à la presse, ce sont des aides pour lutter contre la délinquance, pour faire de la prévention à la délinquance et à la radicalisation. Oui. Expliquez-moi en quoi Monsieur Reichstadt aide à lutter contre la délinquance et la radicalisation. Voilà, ce sont toutes ces questions-là qui méritent d'être posées et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas encore de procédure sur ce sujet. Il faut quand même rappeler, je tiens à le dire, parce que il va encore nous taxer de fausses informations sinon, qu'il a été totalement blanchi dans l'affaire du fonds Marianne, du moins au regard de la justice et au regard de la commission d'enquête sénatoriale. Il n'y a absolument rien qui a été reproché à Monsieur Reichstadt, ce qui selon moi n'est pas normal, puisque quand on a quelqu'un qui apparaît dans les contenus de plusieurs bénéficiaires sans qu'on sache si ces contenus, ces prestations ont été payées avec de l'argent du fonds Marianne pour un fonds qui était encore une fois réservé à la prévention de la délinquance et de la radicalisation contre quelqu'un qui n'a aucune expertise en la matière. Voilà, tout ça, ce sont des questions, ce sont des sujets qui posent question. Et je trouve que Monsieur Reichstadt est quand même en pleine inversion accusatoire. Et je crois, Monsieur Asselineau est d'accord avec moi, que ça sera un très intéressant ce procès, parce que ça sera l'occasion. Voilà, moi je me suis portée comme témoin. Ça sera l'occasion, voilà, de poser toutes ces questions. Et il est temps de poser toutes ces questions à Monsieur Reichstadt. Vous avez une date pour le procès déjà ? Non. En tout cas, on le suivra. En effet, ce sera très Ce que je pense, c'est que... Non, pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle. Ce que je pense, c'est que c'est également l'occasion d'appeler toutes les personnes qui nous écoutent. Et en particulier des leaders d'opinion, des gens qui tiennent des blogs, des gens qui font de la... comment dirais-je, des médias sur Internet, etc. Comme Toxin, quoi. Toxin, mais vous avez été attaqué d'ailleurs, bien sûr. Oui, nous, donc, régulièrement je pense que c'est très important il y a un grand mouvement de gens qui disent il y en a ras-le-bol, une police politique en France financée sur fond public. Non, mais c'est vrai que ça pouvait être l'occasion de mettre tout sur la table. C'est un appel à ce qu'il y ait une solidarité qui soit au-delà d'ailleurs des affinités politiques, parce qu'il tape aussi bien sur des gens de droite, de gauche, etc. Il faut que toutes les personnes qui ont été victimes de ce procédé, d'ailleurs au-delà de lui, c'est le système des fact-checkers. On pourrait citer Monsieur Julien Pain, Monsieur Tristan Mendès, ce petit. Et vous proposiez qu'on fasse quoi? Cette petite camarilla de gens qui se sont octroyés le droit d'être le ministère de la vérité en France sur fonds publics et devant lequel tout le monde a peur. Vous savez, ça fait penser au fameux livre de la Boétie sur le discours sur la servitude volontaire. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Non, il faut se redresser et il faut dire en France, ça suffit comme ça. Ça suffit que ce monsieur Reichstadt, qui depuis des années me traîne dans la boue constamment. Depuis 2014. Depuis 2014, pas que moi, mais ça fait quand même 11 ans qu'il me traîne dans la boue. D'un seul coup, quand je dis que c'est de l'escroquerie en bande organisée, il se victimise. Bon, ça suffit. Donc il faut maintenant que les Français disent, nous ne nous laissons plus intimider. Oui, mais vous proposez, vous dites, il faut qu'on soit tous derrière vous. Vous voulez qu'on fasse quoi? Écoutez, on verra. Je vous tiendrai informé, si vous voulez bien, de la suite des événements. Mais ce que je pense, c'est qu'il pourrait y avoir des témoins. Il pourrait citer des témoins qui pourrait avoir lieu si un procès pourrait demander à être constitué comme Amélie Ismaili, vous venez de le préciser, vous serez témoin. Pourquoi pas Toxin, pourquoi pas tous les autres qui ont déjà eu affaire à Conspiracy Watch? Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être il y a des gens comme Olivier Berruyer, par exemple, Olivier Berruyer que je connais un peu, qui avait été... Mais tout le monde, toute personne qui fait une analyse libre en France, qui ne convient pas à l'Élysée ou qui ne convient pas à l'État profond américain, est susceptible d'être traîné dans la boue par ce truc. Alors, vous voulez dire un dernier mot, Amélie Ismaili? Non, j'approuvais totalement ce que disait Monsieur Reichstadt. Je pense que, Monsieur Reichstadt. Excusez-moi du lapsus affreux, Monsieur Asselineau. Je vous fais toutes mes excuses pour ce lapsus affreux. Ce que je voulais dire,
c'est que effectivement, ça va. Monsieur Reichstadt s'attaque à c'est une police politique. Je suis entièrement d'accord avec cette vision, cette analyse. C'est-à-dire qu'il s'attaque à ça va de l'extrême droite entre guillemets à l'extrême gauche entre guillemets, et que il s'est mis beaucoup de gens à dos. Le problème, c'est que encore une fois, ce monsieur conseille beaucoup d'institutions aux proches de l'Élysée, et que il conseille également la modération sur des plateformes des réseaux sociaux, que ce soit Google, TikTok, c'était le cas avant de Twitter. Donc tout ça, voilà. Donc il a une influence. On pourrait se contenter de se dire, on le laisse de côté. Oui, après tout, il fait 1000 vues sur YouTube. Pourquoi s'y intéresser? Non, il y a quand même un problème déjà parce que c'est notre argent, l'argent de nos impôts, hein, qui est utilisé pour payer ce monsieur. Et puis d'autre part parce que il y a quand même tout un système l'éloge d'un système de censure derrière cette logique-là, et c'est une censure politique qui repose encore une fois sur l'inversion accusatoire tout le temps vers tous ceux qui contestent effectivement les systèmes d'État profond américains, les institutions, en tout cas les intérêts américains en particulier, les intérêts de l'Union européenne et enfin la Macronie de manière générale. Donc je pense que ce procès, ça sera l'occasion, et j'en appelle à tous ceux qui ont été éventuellement critiqués par Monsieur Reichstadt ou autres, ou qui ont des informations, à venir vers moi, qu'on puisse regarder un petit peu ce qui est fait. Et puis, encore une fois, moi j'invite Monsieur Reichstadt à m'apporter un contradictoire. Je serai la première à l'écouter, à publier un droit de réponse. Je sens le vérifier, sans le changer. Je n'ai aucun problème avec ça. Et donc, s'il souhaite un droit de réponse ou un contradictoire, c'est ce que j'apporterai. Mais j'aimerais qu'il en fasse de même sur son propre blog, de toute façon. Amélie Ismaili, je rappelle que vous avez votre site Rechecking, qui est en effet un site où vous avez publié cette enquête qui concernait Rudi Reichstadt, qui est très riche, très sourcé, et c'est évidemment ce qui nous intéresse quand on travaille avec vous, Amélie Ismaili. Merci encore. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante et donc fondatrice de ce site Rechecking. On va peut-être mettre le lien, si on peut, dans le chat ici. François Asselineau, si vous voulez bien vous rester avec nous, on va passer sur un autre sujet, le sujet de notre actualité géopolitique qui nous préoccupe tous. Merci encore Amélie Ismaili, à bientôt. Alors, je voulais qu'on évoque, si vous le voulez bien, peut-être rappeler d'abord tout ce qui s'est passé dernièrement. C'est allé assez vite, je l'ai rappelé hier, mais il y a eu les cérémonies du 8 mai pour lesquelles on a vu Emmanuel Macron défiler sur les Champs-Élysées. D'ailleurs, pas forcément salué par une grande foule, on a pu le remarquer. Oui, il n'y avait personne, faut dire les choses. Voilà, sifflé par moment. Et puis le 9 mai, là, pour le coup, c'était le président russe qui recevait pour la commémoration pour leur commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie, comme ils le disent, comme ils le présentent. Et là, on avait quand même une vingtaine de dirigeants étrangers importants, influents, dont le président chinois, Xi Jinping, dont le président brésilien, Lula da Silva, et dont d'autres encore, les représentants du Kazakhstan, de la Biélorussie, du Vietnam, de l'Arménie, du Cuba, de Venezuela. Donc, vraiment, comme le dit LCI, un bras d'honneur aux Européens, fait ici par Vladimir Poutine et toute cette nouvelle alliance, on va dire. Le lendemain, Emmanuel Macron riposte en prenant le train pour Kiev avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Je propose de regarder d'ailleurs une petite vidéo qui a été publiée, la vidéo officielle, hein, celle-ci, d'Emmanuel Macron dans le train pour Kiev. On regarde ça. T'es sûr qu'on arrive à 8h? Yes. But Paris time or Kiev time? 7:00 Paris time. Ok, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit, Monsieur le Président. Nous, on doit donner le confort à Zelensky en lui disant s'il propose d'engager, tu engages. Mais si le cessez-le-feu n'est pas respecté, on sanctionne. C'est ça le bon équipe. Et on met les Américains là-dessus. Hello, Donald. May I call you in 2 minutes with Zelensky? He accepted what you proposed on your message, meaning a ceasefire for 30 days and so on. So he's ready to announce it. I'll call you back in 2 minutes with the others. I'll call you back. La paix et la liberté de l'Europe se jouent ici à Kiev. Non, mais c'est pas on a d'accord d'avant maintenant. Nous avons à l'instant décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, qui a vocation à durer 30 jours pour bâtir cette paix robuste et durable. En cas de violation de ce cessez-le-feu, des sanctions massives seraient préparées et coordonnées entre Européens et Américains.
Thank you. Voilà, donc ça c'était la vidéo officielle qui est censée nous montrer que là, l'Europe est unie. Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk, Vladimir Zelensky, ensemble pour sauver l'Europe et sauver le monde, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, sauver et imposer ce cessez-le-feu. On voit, si tu dois engager, tu engages. Si tu dois s'il y a un cessez-le-feu, tu ripostes. Voilà la stratégie qu'on peut entendre d'Emmanuel Macron. Bon, et je précise tout de même que dimanche, le président américain Donald Trump, donc là, a posté sur les réseaux sociaux qu'il fallait que le président russe ne voulant pas un accord de cessez-le-feu, il fallait cette rencontre jeudi en Turquie que Vladimir Poutine avait déjà appelée de ses voeux pour une négociation possible. Le président turc Erdogan a déclaré également dimanche que cette rencontre jeudi en Turquie était potentiellement un tournant historique. Et Volodymyr Zelensky a répondu qu'il allait se rendre jeudi en Turquie, qu'il attendra Poutine et que il dit nous attendons un cessez-le-feu total et durable à partir de demain pour fournir une base nécessaire à la diplomatie. Voilà où on en est des enjeux autour de cette peut-être cessez-le-feu, peut-être négociation qui aura lieu jeudi prochain. Quelles sont vos analyses, François Asselineau ? Il y aurait énormément de choses à dire. Oui. Premièrement, je reprends un peu tout ce que vous avez dit. Le 9 mai à Moscou, Vladimir Poutine a réuni autour de lui pratiquement une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, de responsables j'ai fait le compte très précis parce que c'est impossible de trouver ça dans les médias français. Donc j'ai fait un travail qui m'a pris plusieurs heures pour essayer de recouper les informations. Il y avait donc une trentaine d'États qui représentaient à peu près 2 milliards 700 millions d'habitants sur Terre. Au même moment, vous avez eu la réunion de 8 mai à Paris, où M. Macron, effectivement, est allé comme ubu-roi, saluant une foule qui n'existait pas, puisque personne ne s'intéresse à lui. Donc, il a remonté les Champs-Élysées. Et puis, il a annoncé que l'Europe était unie. Ils se sont rassemblés à 4, qui représentaient à peu près 260 millions d'habitants. À supposer que M. Macron représente les Français, que M. Starmer représente les Britanniques, que M. ce qui reste à démontrer. Ils étaient 4 en y ajoutant le Polonais. Donc déjà, il y a un rapport de 1 à 10 quant aux populations. Donc toute la thématique sur Poutine isolé, c'est non. Poutine, il est soutenu par le Sud global. Voilà. Et il y a des choses qui sont... On pourrait en parler. On l'avait déjà vu lors du sommet des BRICS. Voilà. Mais par exemple, quand vous voyez Traoré, le responsable du Burkina Faso, qui débarque à Moscou dans un avion Rosia, c'est-à-dire que Poutine lui a envoyé un avion spécial au Burkina Faso pour le prendre et pour l'amener avec ses on se dit que le monde est en train de s'effondrer pour la France. Enfin, je veux dire, il y a 30 ans, tous les pays d'Afrique francophone, c'est à Paris qu'ils venaient. Maintenant, notre dégradation est visible. Deuxièmement, M. Macron ne cesse que de dire qu'il a autour de lui l'unité européenne. Oui. C'est une plaisanterie, puisque il fait comme si le Royaume-Uni, c'est son plus grand ami, en définitive. Mais j'ai pas rêvé. Quand il y a eu le Brexit, il expliquait que ce serait la fin du Royaume-Uni. En réalité, le Brexit n'est pas la garantie, d'ailleurs, au passage, d'avoir des bons dirigeants. Il y a des gens qui disent, oui, regardez votre Brexit maintenant, ce qui se passe. Mais c'est pas parce que vous avez fait le Brexit ou le Frexit que vous êtes certain d'avoir de bons dirigeants. En revanche, si vous ne sortez pas de l'Union européenne, vous êtes embringué dans cette histoire. Et moi, je vois que M. Macron, il prouve le contraire de ce qu'il dit, puisqu'il a réussi à avoir, notamment dans son fameux voyage, là, ce road trip délirant que vous nous avez à peine montré, il y avait l'Allemand, le Britannique et lui. Et sur place, ici était joint le Polonais et Zelensky. Ouais. C'est ça l'unité européenne, avec donc le Royaume-Uni qui n'est pas dans l'UE, qui n'est pas l'Europe, avec l'Ukraine qui n'est pas dans l'UE. C'est-à-dire que sur les 5 présents, il y en avait 40%, 2 États qui ne sont pas dans l'UE. Et sur les 27 États de l'Union européenne, il n'y en avait que 3 qui étaient là. Il y en a un, le Slovaque, qui lui était à Moscou. Enfin, justement, Macron montre qu'il n'y a pas d'unité européenne. Voilà, ça n'existe que dans son imagination. Le troisième point, c'est que là, vous avez été extrêmement allusive. Vous ne voulez peut-être pas encourir les fourches de M. Rudi Reichstadt, mais enfin,
la planète entière ne bruisse que de l'affaire de ce train surnommé le train de la drogue, et de savoir si oui ou non ils ont été surpris en train d'utiliser on va passer, on la passe si vous voulez. Vous pouvez commenter. On va passer cette vidéo qui elle a fait polémique et qui en effet est reprise partout aux États-Unis, pas qu'en Russie parce qu'on dit toujours que c'est en Inde. Mais j'ai vu sur toutes les télévisions indiennes, dans le monde entier. Alex Jones, dans le monde entier, on a cette vidéo. Alors, ce qui est quel que soit d'ailleurs la là on la voit, mais on peut baisser le son si c'est possible, comme ça on voit juste les images et c'est le même moment. Alors pourquoi ça fait polémique parce que comme on le voit à un moment ou à un autre, il y a d'ailleurs je sais pas, c'est inversé par rapport à la vue d'habitude. On voit que sur la table il y a des objets qui ont l'air d'être très bizarres et on voit que Starmer d'un seul coup, lorsque les journalistes arrivent, cache quelque chose. Macron il s'y prend à 2 reprises pour essayer d'escamoter un objet dont il ne veut à l'évidence pas que l'on voit, et Monsieur Merz met les mains sur je ne sais pas quoi, quelque chose alors il y a différentes interprétations. Il y a ceux qui pensent que Macron retire un pochon de cocaïne et Merz cache une cuillère à coke, et puis il y a ceux qui disent non pas du tout, c'est un mouchoir sale qui est laissé par Macron, ce qui est pour quelqu'un qui nous donnait des leçons sur la distance nécessaire qu'il fallait respecter, c'est assez cocasse. Et quant à Monsieur Merz, ce serait, je sais pas, un cure-dent. Bon. Au-delà de la polémique, au-delà de la polémique, ce qui est certain, c'est que la planète entière a vu quoi? A vu 3 types comme des potaches, si vous voulez, partant dans un week-end au lycée, en train de rigoler d'une façon, mais qui est totalement irresponsable. Ils se rendent dans un état où il y a eu peut-être 500 000 morts. Leur conduite est une conduite qui mène à la poursuite de la guerre. Et ils jouent avec le feu, puisque je rappelle quand même que M. Macron, il est le détenteur des codes nucléaires. Et je rappelle aussi qu'il a signé un traité avec la Pologne où il s'engagerait... Alors, là aussi, il faut regarder dans le détail. Parce qu'il y a des choses qui courent sur Internet qu'il faut quand même un petit peu calmer. C'est pas parce que Macron signe un document que ce document va être ensuite ratifié par le Parlement. C'est un traité international. Deuxièmement, le traité ne met pas n'explique pas, enfin j'ai pas vu tout le texte, mais enfin de ce que je crois savoir, ne dit pas expressément qu'on met à la disposition du gouvernement polonais les armes nucléaires françaises. Mais enfin, il y a quelque chose quand même qui défie l'entendement. Tous les Français, 90% des Français comprennent que M. Macron n'est pas dans un état normal. Donc le fait qu'il soit là, qu'il ait été sous cocaïne à ce moment-là ou à d'autres moments, il est quasiment de notoriété publique qu'il utilise ce genre de produit. C'est quand même excessivement grave. Et en tout cas, moi, je rappelle que j'ai fait une proposition de loi. Je ne suis pas député, mais j'ai lancé ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé cette idée. Il faut, c'était en 2023, il faut absolument qu'il y ait une loi qui passe en France, qui assujettisse le président de la République, tous les ministres et également les députés et les sénateurs à des contrôles inopinés de vérification d'utilisation de psychotropes et de drogue. Après tout, vous vous rappelez, c'est ce qui s'était passé avec l'affaire de la Germanwings, lorsque un pilote, Andreas Lubitz, qui était justement sous médicaments et qui avait des problèmes psychiatriques, avait lancé son avion dans les Alpes de Haute-Provence, en faisant 160 morts, je crois. Il s'est suicidé avec tout le monde. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas avoir à la tête de l'État quelqu'un qui détient les codes nucléaires, qui est en train de se lancer éventuellement dans un conflit frontal avec la Russie, qui est quand même la première puissance militaire mondiale et notamment la première puissance nucléaire mondiale, sans que les Français puissent s'assurer qu'il est bien dans un état normal. Or, je ne sais pas, j'ai jamais évidemment de ma vie goûté à ce genre de produit, mais de ce que j'ai lu dans la littérature, la consommation de cocaïne produit une espèce d'euphorie, une espèce de sentiment de toute puissance, de supériorité, avec par ailleurs des downs, des highs et des downs. Les highs, c'est donc quelqu'un qui est extrêmement excité, avec des yeux comme ça. On a 50 passages de Macron qui sont comme ça, où il s'essuie le nez, et avec un sentiment de toute puissance, et puis c'est scandé par d'autres moments où il y a, paraît-il, la descente, et là, c'est la dépression.
excusez-moi de le dire, comme des millions de Français, ça correspond exactement au portrait clinique que nous voyons du président de la République. Et donc, il n'est pas normal que les Français mettent leur vie en jeu, en fait, parce que c'est quand même d'une troisième guerre mondiale dont il s'agit, dans les mains de quelqu'un dont on ne peut pas s'assurer qu'il est bien en possession de tous ses moyens. C'est pour ça qu'il faut absolument que le Parlement vote une loi avec la nécessité de faire comment dirais-je, un contrôle sur l'utilisation de psychotropes. Enfin, en vertu de quoi ? En vertu de quoi des pilotes d'avion, par exemple, seraient assujettis à ça, ou bien je crois que c'est également le cas pour dans les trains ou pour certains transporteurs. En vertu de quoi il y aurait ça, et pas pour quelqu'un qui est à la tête d'un avion de 68 millions d'habitants qui s'appelle la France. Oui, c'est joliment tourné. Alors, quelques petites précisions. Vous avez dit, il est connu de notoriété publique qu'Emmanuel Macron prend ses produits. Bon, on n'a pas de preuves, à part des images. Oui, à part des images. C'est pour ça que je pense que M. Macron devrait, le premier, ça devrait être un projet de loi plutôt qu'une proposition de loi. Vous savez que proposition de loi, c'est les parlementaires, un projet de loi, c'est le gouvernement. Je pense que M. Macron devrait être le premier à proposer cette loi, à faire un projet de loi pour clarifier les choses. Voilà. Pour dire, voilà, je n'ai rien à me reprocher. Voilà. Alors, et ce que je voulais dire aussi, mais ce qui est vraiment intéressant finalement, c'est que vous l'avez dit, ça a été repris partout au niveau international, que ce soit aux États-Unis et puis dans d'autres pays, par des personnes de très très grande influence désormais. Et c'est là où on peut se poser cette question, des journalistes notamment qui ont déjà eu l'occasion d'interviewer Donald Trump et qui maintenant montrent ça sur leur réseau. Donc ça montre l'importance de ce dossier aujourd'hui, à quel point il est récupéré, à des fins politiques certainement, que ce soit en fait que le dossier, que l'affaire soit vraie ou fausse, désormais elle est utilisée en tout cas comme un dossier compromettant. Et c'est ça, c'est le principe du compromat en fait. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est un élément, c'est pas la première fois que maintenant on a des affaires comme ça qui touchent Emmanuel Macron, qui sont utilisées, qu'elles soient vraies ou fausses. Elles sont récupérées à l'international. Et c'est là où, finalement, nous, en tant que Français, comme vous l'avez dit, on peut exiger, on devrait exiger à notre président un effort de clarté, puisque, en attendant, ça peut nuire à notre image, ça peut nuire à notre pays, ça peut nuire aussi à notre géopolitique si c'est un véritable compromat, mais on n'en sait rien. Alors j'ai vu, je suis 1000 fois d'accord avec ce que vous dites, j'ai vu Madame Valérie Ayer, qui est préposée à essayer à porter la parole macroniste. Enfin, bon, je ne sais pas, je crois qu'elle est encore pire que Nathalie Loiseau. Enfin, c'est cocasse, c'est très tragicomique. J'ai vu qu'elle a sorti encore une déclaration. Elle a dit que tout ça, derrière cette vidéo, c'était évidemment la faute des Russes. Ce sont les Russes qui... De toute façon, les Russes, c'est bon, c'est toujours les Russes dans tous les domaines. Jusqu'aux punaises de lit. Voilà, jusqu'aux punaises. Et c'est les Russes. Et deuxièmement, que c'était la preuve... Alors ça, j'ai trouvé ça... Ça vient de sortir. Hein, je trouve ça extraordinairement drôle. Elle dit que c'est la preuve de la fébrilité de Poutine. Ah oui. Mais quand vous voyez Poutine... Par exemple, le 9 mai, cet homme, on pourrait plutôt lui faire le reproche inverse. C'est quelqu'un qui est plutôt glacé. Enfin, je n'ai jamais vu Poutine dans un état de fébrilité. C'est plutôt un monstre d'ailleurs, froid. même LCI parle de bras d'honneur aux Européens pour le 9 mai. Poutine, c'est quelqu'un, à chaque fois qu'on le voit... On peut le voir d'ailleurs, Poutine, juste sans le son, comme ça, pour montrer à l'image. C'est quelqu'un il esquisse rarement un sourire. Il est raide comme la justice. Bon, là, on le voit souriant en train de recevoir... Ah oui, ce sont tous les dirigeants. Avec Loukachenko, c'est le président biélorusse. Là, c'est Lula da Silva, le président brésilien. C'est un triomphe qu'il a fait. Donc, il a la courtoisie de remettre une fleur à chaque fois à l'épouse. Mais là, on le voit, il est plutôt... Mais c'est quand même quelqu'un qui est totalement maître de ses moyens. Là, c'est un Traoré dont je parlais tout à l'heure. Alors que le problème numéro 1 de Macron, c'est lui qui diffuse ce genre de vidéos. Ces vidéos où on a vu lorsqu'il s'était à Saint-Martin, lorsqu'il est allé à Kinshasa. Enfin, on peut cumuler les faits vidéo où il est dans des attitudes, des comportements qui sont pas ceux de chef de l'État, et qui sont ceux, en fait, d'une espèce de quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui est une espèce de narcisse, qui a besoin de se mettre en scène constamment et qui ne se rend pas compte de la conséquence de ses actes. Alors, pour clore ce chapitre, quand même, M. Trump, le président des États-Unis, vient de faire une humiliation totale, puisque il a expliqué, c'était hier soir, il a dit qu'il allait se rendre probablement en Turquie à la rencontre avec Poutine et Zelensky à Istanbul. Voilà. C'est-à-dire, il n'est plus question d'un ultimatum. Parce que le simple fait, d'ailleurs, que Macron
disent qu'ils vont mettre un ultimatum à la Russie. Mais enfin, depuis quand vous avez vu que des partis, dans un conflit, que ceux qui sont battus sur le terrain poussent des ultimatums à celui qui est gagnant? Mais j'ai l'impression que Macron n'a toujours pas bien compris la réalité du terrain, en fait, ni la réalité des rapports de force militaires entre les uns et les autres. Il n'a pas compris ou il joue sur une réalité parallèle qu'il veut servir à tous? Oui, mais le problème, c'est qu'il vit dans un monde qui est un monde inversé. Je l'ai dit, il explique l'unité européenne alors qu'il montre la désunion européenne. Il fixe un ultimatum à la Russie alors que la Russie, demain, peut aller vous savez mieux que moi qu'il s'agit de communication. On a très bien vu la vidéo, je voulais passer justement dans cet objectif-là, la vidéo officielle de l'Élysée où on voit un semblant de réaction de force européenne. Enfin, c'est l'idée de l'image qui doit être passée, évidemment. Mais tout ça n'est que communication. Mais on est dans un monde de nature soviétoïde, en fait. C'est-à-dire avec des mots d'ordre, avec des vérités obligatoires. Je vois se répandre en France deux sociétés, en fait, comme du temps de l'URSS. Vous avez la société officielle, tout va très bien, le communisme vaincra, on est en train... Et puis la société officieuse, avec des gens qui se renseignaient sur le samizdat, les rumeurs qui circulaient, vraies ou fausses, etc. Oui. Parce que, effectivement, la France est devenue la maison des rumeurs. Tout n'est pas forcément vrai, mais tout n'est pas non plus faux. Et avec l'essor quand même très important et salutaire des médias comment dirais-je, non conformes sur Internet qui essaient de porter un semblant de rationalité dans un monde devenu complètement irrationnel. Donc moi, ce qui est très dangereux là-dedans, c'est que Macron puisse continuer à faire ce qu'il fait sans que les oppositions ne se manifestent. C'est-à-dire, il n'est pas normal. Comment se fait-il que le Rassemblement national, puis toute la gauche et les Républicains ne déposent pas tout de suite une proposition de loi pour dire ce que je dis, il faut qu'il y ait un contrôle à l'improviste qui ne soit justement pas prévu du président de la République, des ministres et des parlementaires sur l'utilisation de psychotropes. Il y a une proposition qui a été faite pour les parlementaires d'ailleurs, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Je sais, parce que Mme Braun-Pivet avait dit que c'était surréaliste. Mais en quoi c'était surréaliste? Parce que peut-être Mme Braun-Pivet est-elle concernée aussi, j'en sais rien. Enfin, c'est quand même... les Français, ils ont le droit de savoir qui pilote l'avion France. Voilà. Quand on voit M. Macron qui est en train de fixer un ultimatum, je sais pas vous savez ce que c'est qu'un ultimatum? Oui. Un ultimatum, c'est ça qui nous a mené à la guerre de 14. Oui. L'ultimatum. Oui. Les ultimatums, c'est que si vous ne... C'était les fameux, je ne sais plus quoi, il y avait eu 15 points qui avaient été fixés comme ultimatum par l'Autriche à la Serbie. Il y en avait 14 qui avaient été acceptés par la Serbie. Le 15e, c'était l'envoi d'inspecteurs austro-hongrois en Serbie pour vérifier ce qui se passait. Et ça, la Serbie avait refusé. Donc, le 15e point, c'est ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale avec des millions de morts. Voilà. Donc, moi, quand j'entends le mot ultimatum dans la bouche de gens qui sont là à s'exciter comme des puces et qui, par ailleurs, sont totalement discrédités dans leur propre pays. Parce que Starmer, il s'est pris une raclée électorale extraordinaire au profit d'ailleurs de comment s'appelle-t-il, de Nigel Farage, il faut le rappeler. Oui. On nous explique en France que le Brexit c'est une horreur, que les Anglais le regretteraient, c'est tout à fait faux. Ils ont fait un triomphe électoral à Nigel Farage qui vient de détruire la scène politique britannique traditionnelle. C'est-à-dire que le premier parti politique maintenant au Royaume-Uni, mais de très très loin, c'est son parti Reform UK. Il a envoyé au tapis à la fois les conservateurs et les travaillistes. C'est vraiment un changement totalement extraordinaire. Oui. Bon, Macron, j'en parle même pas, sa popularité. Quant à Merz, il a réussi ce tour de force pour la première fois dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale en Allemagne fédérale. Et celui qui devait être élu chancelier n'a pas été élu chancelier au premier coup. Et on voit des mouvements se produire en Allemagne avec la possible interdiction de Alternative für Deutschland. Tout ça sent très 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 mauvais. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce continent européen est en train de virer à la dictature pure et simple. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer avec la Roumanie. Alors, je vais juste vous poser une question. On est arrivé à la fin, mais François Asselineau, quand même, qu'est-ce qui peut se passer pour vous jeudi, donc en Turquie? Et pour ces négociations. Jeudi, alors d'abord savoir quel est le format, comme disent les diplomates. D'abord, est-ce qu'il y aura effectivement Poutine? Est-ce qu'il y aura effectivement Zelensky? Je crois que Zelensky a confirmé. Oui, il a confirmé. Est-ce qu'il y aura effectivement Donald Trump? Voilà, je crois que déjà, s'il y a les trois ensemble, bon...
S'il y a les trois ensemble, à mon avis, tout peut arriver. Parce que, bon, encore une fois, Macron, Starmer, merde, tout ça, ça pèse rien du tout. La réalité des forces, c'est les États-Unis, la Russie, et puis Zelensky. D'ailleurs, Zelensky, il a fait un bras d'honneur extraordinaire. Vous savez, il se fait des mamours avec Macron. On a vu, oui, bon, c'est inouï. C'est inouï, enfin, ça aussi. C'est bon. pas forcément lui qui est demandeur. Non, mais le fait que Macron tripote absolument tout le monde, ça, là aussi, ça montre une désinhibition qui donne à penser qu'il est sous psychotrope. Si vous voulez, un président de la République ne se comporte pas comme il se comporte, comme ça, en public. Il en bien, enfin, je sais pas, c'est incroyable la façon dont il se comporte avec tous les responsables. On tape le cul des vaches, mais c'est tout. Voilà, mais là, il le serre dans ses bras. Enfin, c'est incroyable. Bon, bref, moyennant quoi, vous avez vu que Zelensky, il a topé avec Trump pour un accord sur les matières premières, qui est une gifle pour les Européens, parce que l'Union européenne, l'Europe avait signé, c'était le 13 septembre 2021, un accord exactement comparable avec mais que les Zelensky, s'il faut choisir, vous savez, c'est un peu comme Churchill, quand Churchill disait entre le continent et le grand large, on choisira toujours le grand large. Ben, c'est pareil. Zelensky sait très bien où est la force. La force, c'est les États-Unis. Donc là, Zelensky va être, s'il est confronté aux deux, à mon avis, tout peut sortir. Mais cette crispation de Macron sur les 30 jours de cessez-le-feu, tout le monde sait que le cessez-le-feu ne sera pas respecté, et tout le monde sait que le seul et unique objectif, mais qui est gros comme une ficelle, il prend vraiment les gens pour des imbéciles, c'est de permettre à l'Ukraine, qui est en train d'être battue sur le terrain, puisque chaque jour en ce moment, la Russie continue de grignoter du terrain, eh bien de se reconstituer ses forces pour repartir à l'assaut. Donc mais il prend vraiment... Le problème de Macron, vous savez, c'est qu'il prend vraiment les gens pour des cons, quoi, en fait. Alors, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, François Asselineau.